Quand on imagine une armée médiévale, l'image est précise. Armure de fer, destriers, bannières au vent, des hommes de pierre, mangeant de la pierre, dormant sur la pierre, invincibles. C'est l'image que l'école vous a laissée et vous l'avez gardée. Mais la réalité était bien plus dure que tout ce qu'on vous a appris. Les armées médiévales succombaient à un problème que nous pensons tous avoir résolu. Ni l'épée, ni la peste, ni les flèches. Le sol. Une seule nuit d'hiver sur la terre anglaise, gelée, sur le dallage d'une garnison de montagne ou dans un champ français, en octobre, drainait la chaleur d'un soldat plus vite que n'importe quelle arme. Des campagnes entières s'achevaient au bivouac, pas au combat. Un homme trop froid pour tenir debout ne pouvait pas se battre. Un homme incapable de se battre devenait un poids mort, et un poids mort finissait par mourir. Les armées qui survivaient, celles qui traversaient les hivers anglais, tenaient des forteresses d'altitude pendant des mois sans relève, dormaient dehors avant les grandes batailles et se levaient pour combattre à l'aube, n'étaient pas les mieux fournies en laine. C'étaient celles qui comprenaient comment la chaleur se dissipe dans le sol. Un savoir gratuit. Quelque chose qui se trouve encore dans chaque tas de feuilles mortes devant lequel vous passez sans un regard. Il y a une chose que ces soldats plaçaient entre eux et la terre avant de s'allonger. Pas une couverture, pas une peau de bête, quelque chose que chaque campeur moderne enjambe et ignore. La raison de son efficacité n'est pas évidente. Réponse dans 30 secondes. Chaque technique médiévale fut testée dans des conditions extrêmes, éprouvée par la famine, le siège et l'hiver, durant des décennies. Si une technique échouait, les soldats mouraient. Ils ne luttaient pas, ils mouraient. Guillaume le Conquérant ordonna la dévastation du Nord durant l'hiver 1069 à 1070. Le moine Orderic Vitalis, dans son Historia Ecclesiastica vers 1140, détaille cette campagne. Il décrit l'hiver anglais comme mortel pour les civils, sur de vastes territoires. Les troupes de Guillaume, opérant dans ce même froid, survécurent pourtant assez pour poursuivre le combat au printemps. Sans équipement de couchage moderne, ils possédaient un savoir. Une tradition de survie héritée de l'armée romaine, recopiée sans cesse durant 700 ans. Les châteaux où cette tradition fut appliquée sont toujours debout. On peut les visiter aujourd'hui. Les murs du krach des chevaliers en Syrie, documentés par l'historien Hugh Kennedy dans son ouvrage Crusader Castles de 1994, sont intacts après 8 siècles. La garnison qui occupait ces lieux durant les hivers syriens, quand le gel fige les sommets, n'a pas survécu grâce à la transmission d'un secret. Ils ont survécu car les lois de la physique n'expirent jamais. Ce qui réchauffait un soldat en 1250 réchauffe encore quelqu'un ce soir. La pierre n'a pas changé, le froid n'a pas changé, l'air emprisonné dans les fibres végétales sèches n'a pas changé. On ne facture pas un tas de feuilles mortes. On ne peut pas envoyer de facture trimestrielle à un champ. Par contre, on peut vendre un sac de couchage et le remplacer dès que la fermeture éclair lâche. C'est une pure logique économique. Rien n'a été enterré, rien n'a été caché. La gratuité n'a simplement aucune place dans un cycle commercial. Mais voici ce que l'industrie du plein air s'efforce de nous faire oublier. Comment la technique fonctionnait et pourquoi elle fonctionne toujours. C'est ce qui suit. Ce n'est pas une idée neuve. Le manuel militaire romain Epitoma Rei Militaris, écrit par Flavius Vegetius Renatus vers 390 de notre ère, est le texte militaire le plus copié du Moyen-Âge. L'historien Christopher Almond, dans son ouvrage de 2011 chez Cambridge University Press, recense plus de 300 manuscrits, survivants pour la seule période médiévale. Chaque grand chef militaire européen y avait accès. Ses conseils pour garder les soldats en vie par grand froid n'étaient pas une lecture optionnelle, c'était une doctrine transmise des Romains aux armées qui bâtirent les châteaux médiévaux. Dans le livre 3 de ce manuel, Végès insiste sur la priorité absolue, isoler le soldat du sol froid pendant le repos. Pour lui, c'est une question d'efficacité militaire, pas de confort. Un soldat dont le sol a drainé la chaleur corporelle durant la nuit est incapable de combattre à l'aube. Une garnison décimée par le froid avant même le siège a déjà cédé du terrain sans qu'une arme soit levée. Sa solution ? Utiliser des matières végétales sèches en couches épaisses entre l'homme et le sol n'était pas une pratique folklorique. C'était de la physique appliquée, écrite, copiée 300 fois, lue par tous les commandants d'Europe et utilisée de l'Angleterre à la Syrie pendant plus de 1000 ans. À Azincourt, en octobre 1415, les soldats anglais passèrent la nuit précédant la bataille dans les champs près du village de Maisoncelles. L'historienne Anne Curie, dans son livre de 2005, précise que les troupes étaient épuisées, trempées par des jours de pluie continue et campaient en plein air la nuit du 24 octobre. Dans le nord de la France, les nuits d'octobre frôlent le gel. Ces hommes ont pourtant livré l'une des batailles les plus célèbres le lendemain matin. Les champs de Maisoncelles étaient agricoles. Les végétaux secs abondaient. Ceux qui ont survécu à cette nuit savaient exactement quoi en faire. La tradition de Végès,
En 390, copié 300 fois, entre les mains de tous les grands chefs militaires médiévaux pendant un millénaire. Et pourtant, presque plus personne ne s'en sert. Après la guerre hispano-américaine de 1898, l'intendance de l'armée américaine a entrepris une standardisation systématique du matériel de campagne. Les archives nationales de Washington documentent ce passage aux couvertures en laine, aux tentes en toile, puis aux sacs de couchage industriels comme pactage réglementaire. Ces produits fonctionnaient. Personne ne dira le contraire. Mais ils ont fait ce que la tradition de Végès évitait. Ils ont remplacé un savoir-faire par un objet. Un soldat sachant isoler le sol avec les moyens du bord restait au chaud partout, sans logistique. Celui muni d'une couverture devait l'avoir sur lui et au sec. L'un misait sur le savoir, l'autre sur l'approvisionnement. L'un des deux est bien plus facile à facturer. Le marché mondial du matériel de camping pesait plus de 35 milliards de dollars américains en 2022, selon un rapport de Grandview Research publié en 2023. Un sac de couchage 3 saisons standard coûte aujourd'hui entre 80 et 350 dollars. Un tapis de sol, entre 30 et 150. Une famille moyenne pratiquant le camping par temps froid renouvelle ce matériel plusieurs fois par décennie. Les soldats médiévaux ne payaient rien. Ils utilisaient le terrain. Chacun d'eux réglait le problème sans rien débourser. Sans facture, sans fournisseur, sans contrat de maintenance. Ce n'est pas une erreur, c'est juste peu pratique. On ne vend pas d'abonnement aux feuilles mortes. On vend un sac, un tapis, une tente, une fermeture éclair de rechange ou un nouveau matelas quand la mousse s'écrase. Le cycle de facturation n'avait simplement pas de place pour la gratuité. Le savoir est devenu facultatif, puis inutile, puis il a cessé d'être transmis, et le matériel est devenu plus cher. Ce que la garnison du Crac des Chevaliers avait compris, et ce que vous allez faire ce soir gratuitement, repose sur un fait précis concernant la chaleur et l'épaisseur d'une simple couche de matière. C'est plus élémentaire que n'importe quel article en rayon. Vous avez vu cela toute votre vie. En forêt, en automne, enfoncez la main dans un tas de feuilles mortes, pas en surface, profondément, vers le centre. Il y fait chaud, pas juste un peu. C'est flagrant. Ce n'est pas la décomposition, c'est l'air emprisonné. Les feuilles créent des milliers de petites poches d'air immobiles. L'air stagnant isole, mais l'air en mouvement refroidit. C'est la différence entre rester immobile dans une pièce froide et affronter un vent glacial. La pièce est vivable, le vent vous transperce. Le tas de feuilles est une chambre thermique, rien n'y bouge, votre chaleur reste. Prenez une botte de foin sec. Elle est étonnamment légère pour son volume. Cette légèreté, c'est l'air. Le foin sec est surtout composé d'air maintenu par des fibres végétales. En vous y installant, vous compressez une couche d'air immobile qui ne peut s'échapper. Votre chaleur corporelle reste contre vous au lieu de fuir dans le sol. Chaque fois que vous avez superposé 2 chemises et eu plus chaud qu'avec un seul gros pull, c'était ce principe. C'est l'air entre les 2 couches qui chauffait, pas le tissu. Le tissu piégeait l'air. L'air faisait le travail. Les soldats médiévaux ne faisaient rien d'exotique. Ils utilisèrent le terrain sous leurs pieds. La plupart des gens qui s'y essaient ratent une étape, toujours la même, la toute première. C'est l'erreur exacte qui séparait les survivants des autres durant les campagnes d'hiver. Voici ce qu'il vous faut, rien que vous ne deviez acheter. Des végétaux secs, feuilles mortes, herbes sèches, fougères, aiguilles de pin, paille, foin, tout végétal ayant perdu son humidité. Le test est simple, serrez-en une poignée. Si ça reste en boule, c'est trop humide. Si ça craque comme du papier, c'est prêt. Il en faut assez pour un tas de votre longueur et de la largeur de vos épaules. Le tas doit être assez épais pour que votre main ne touche pas le sol en s'y enfonçant. Comptez une longueur d'avant-bras, du coude au poignet, sans tasser. C'est le minimum. Gardez vos vêtements, surtout une couche large sur une couche ajustée. Une veste sur un pull, n'importe quelle combinaison laissant un espace entre les deux. Prévoyez environ 20 minutes d'installation, c'est vraiment tout. Voici l'erreur que presque tout le monde commet. Ils entassent les végétaux à côté d'eux et s'allongent directement sur le sol. Ils utilisent les débris comme couverture par-dessus eux. Cet instinct est mortel. Ceux qui mourirent de froid au Moyen-Âge ne manquaient que pas de ressources. Ils les plaçaient juste au mauvais endroit. Ligne 27. Prenez une poignée de végétaux bien secs, herbes séchées, feuilles ou paille, et fourrez-les sous vos vêtements extérieurs. Ligne 28. Entre votre veste et votre chemise, tout autour du buste, pas sur les bras, sur le torse. Ligne 29. La chaleur produite par votre corps émane de son centre. Line 30. Quelques centimètres d'herbe sèche autour de la taille, maintenue par votre veste, isolent votre buste exactement comme le ferait un gilet matelassé. Ligne 31. Ce n'est pas un détail décoratif, c'est le pilier central de cette technique. Ligne 32.
À des températures où le tas de feuilles suffit à vous garder en vie mais dans l'inconfort, cette étape vous apporte une chaleur réelle. Line 33, terminée par une vérification manuelle. Line 34, glissez la main sous votre dos. Si vous pouvez toucher le sol, la couche est trop mince. Line 35, rajoutez des matériaux en dessous avant de vous endormir. Line 36, c'est le seul test nécessaire. Pas d'outils, pas de thermomètre, juste votre main. Line 37, un homme, une nuit, gratuit. Line 3, Veges l'a abordé directement. Il recommandait aux soldats de construire une simple plateforme surélevée avec des branches coupées pour isoler leur couchage du sol. Cela permettait à l'humidité du terrain de s'écouler vers le bas, plutôt que de remonter par capillarité dans la litière. Dans les régions boisées, ce qui était le cas de la majeure partie de l'Europe du Nord médiévale, où ces campagnes sont documentées, un lit de branches entrecroisées surélevait la litière de quelques centimètres et la préservait de l'humidité venant du sol. Contre la pluie venant du ciel, une couverture dense de conifères était la solution principale. L'historien Jim Bradbury, dans son ouvrage The Medieval Siege, publié chez Routledge en 1992, évoque la discipline de campagne hivernale, lors de plusieurs sièges médiévaux attestés, qui incluait précisément ce type de couchage surélevé comme pratique standard. Lors de pluies continues et violentes, sans couvert végétal et sans branches disponibles, un champ ouvert sous des trompes d'eau, avec seulement un sol détrempé à perte de vue, cette technique est peu efficace. Dans ces conditions, les armées médiévales se dirigeaient en priorité vers le premier abri bâti disponible. Une grange, une ruine, la crypte d'une église, n'importe quel toit valait mieux qu'un champ ouvert sous la pluie. La technique de la litière était ce qu'ils utilisaient quand aucun abri bâti n'existait. C'est son usage correct aujourd'hui, pas la seule solution. La solution pour quand toutes les autres solutions manquent. Les murs du Krak des Chevaliers sont toujours debout. La garnison qui y a hiverné a survécu parce qu'elle comprenait les mêmes principes physiques que vous venez d'apprendre. Le récit d'Orderic Vitalis sur le Harrying of the North est toujours à la British Library. Le manuel de Veges est toujours lisible dans plus de 300 manuscrits conservés dans les bibliothèques d'Europe. Les principes physiques qu'il a décrits n'ont pas changé d'une seule variable depuis qu'il les a écrits en l'an 390. Ce que vous avez construit ce soir ne coûte rien. Il n'a besoin d'aucune chaîne logistique, d'aucune batterie, d'aucune pièce de rechange, d'aucun contrat de service, d'aucun renouvellement annuel. L'air mort dans un tas de feuilles sèches se moque de l'année en cours. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici, peu importe, ça fonctionne dans les deux cas.